Bonjour, je m'appelle Marie Belloc, je suis avocat au barreau de Lyon et je suis spécialisée en droit de la santé. La plus grande partie de mon activité consiste à défendre les praticiens du plateau lourd et notamment les chirurgiens. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion de votre première mise en cause, puisqu'au cours de votre exercice, vous allez être confronté à des procès qui seront intentés par vos patients. Alors, quelques chiffres pour commencer. Il s'agit de la fréquence et de la sinistralité par spécialité. Alors, sur le graphique que vous avez sous les yeux, vous pouvez remarquer que la spécialité la plus affectée par les procédures est la neurochirurgie et la chirurgie du rachis. Sur la courbe du haut, 100% signifie en fait que cette spécialité rencontre une procédure tous les ans. Donc elle est largement majoritaire, si je puis dire, dans les mises en cause. Vient ensuite la chirurgie orthopédique, puis la chirurgie bariatrique. Et en dernière position, la spécialité donc la moins affectée par les procédures est la spécialité d'anesthésie-réanimation. 3 enseignements à tirer de ce graphique. D'abord, une stabilité des mises en cause depuis 2012. Ensuite, on constate qu'en 2016, la moyenne des procédures est de 30,8%, ce qui signifie que toute spécialité confondue, un praticien a en moyenne un sinistre tous les 3 ans et 3 mois. Enfin, ce graphique nous démontre qu'il y a une grande variabilité selon les spécialités en ce qui concerne les mises en cause de patients. Alors, sur ce camembert, vous avez une répartition de la nature des mises en cause, c'est-à-dire le choix qui va être celui du patient pour intenter une procédure ou en tout cas vous mettre en cause. Alors d'abord, en rouge, vous avez les procédures CCI, qui sont privilégiées par les patients. La CCI, c'est la Commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales. C'est un organisme qui a été mis en place par la loi Kouchner en 2002 et qui permet notamment d'une part l'indemnisation des accidents médicaux fautifs, mais aussi, et c'est la particularité de cette CCI, l'indemnisation des accidents médicaux non fautifs, c'est-à-dire des aléas thérapeutiques. À travers cette CCI, évidemment, une expertise va être mise en œuvre de la même façon que devant une juridiction classique. En bleu, vous avez ce qu'on appelle les réclamations à hauteur de 30%. Les patients vont d'abord vous adresser un courrier directement ou par l'intermédiaire d'une protection juridique ou même d'un avocat. Ces réclamations sont malheureusement parfois suivies d'une procédure et parfois non. Si vous y répondez comme il se doit, vous pouvez d'ailleurs contacter un avocat à cet égard. Ça peut permettre parfois d'éviter une procédure ultérieure. En vert, vous avez la procédure devant le tribunal de grande instance, plus spécialement devant le juge des référés qui va ordonner une expertise judiciaire. En jaune, vous avez une mise en cause qui est une mise en cause ordinale à hauteur de 5%. Les patients mécontents vont intenter une action devant votre conseil de l'ordre, d'abord en conciliation, mais on le reverra tout à l'heure, et ensuite devant la chambre disciplinaire. Et puis en orange, vous avez à hauteur de 3% les mises en cause de nature pénale, c'est-à-dire que là, on est dans une action pénale qui est souvent celle que vous redoutez le plus, mais nous verrons qu'elle est, et d'ailleurs vous le voyez déjà sur ce camembert, assez rarissime puisque ce n'est pas la voie royale de l'indemnisation, donc les patients bien renseignés par leurs avocats n'iront pas nécessairement engager une action sur le terrain pénal, mais plutôt civil, c'est-à-dire le rouge et le vert, la CCI et le TGI. Alors, le devenir des procédures, c'est important que vous sachiez quand même que dans 80% des cas, les procédures qui ont été intentées par les patients aboutissent à une mise hors de cause de vous-même, c'est-à-dire soit la CCI a considéré que vous n'aviez pas commis de manquement et a rendu un avis défavorable pour le patient, soit le tribunal de grande instance a débouté le patient de son action considérant que vous aviez correctement pris en charge ce dernier. Ce qui nous amène évidemment à reconnaître qu'il y a 20% des procédures qui aboutissent à une reconnaissance partielle ou totale de votre responsabilité avec bien sûr à la clé une indemnisation. Les chiffres sont quand même, on peut s'en féliciter, elles sont issues du cabinet Branché
Les chiffres sont quand même très favorables, puisque dans les 80% de succès de procédure, il faut savoir qu'on a aussi comptabilisé les dossiers dans lesquels le rapport d'expertise qui avait été rendu vous était défavorable. Pour autant, le juge n'a pas nécessairement suivi l'expert. Alors la procédure CCI, si dans le petit camembert dont je parlais tout à l'heure, on enlève les réclamations faites par courrier par le patient, nous avons 92% des procédures qui sont des procédures civiles, c'est-à-dire qui regroupent à la fois le TGI et la CCI. Donc cela signifie quand même que plus de 9 dossiers sur 10 sont des dossiers qui rentrent dans le cadre d'actions purement civile, à l'inverse de l'action ordinale et de l'action pénale. Alors comment se passe cette procédure CCI? Il y a d'abord la phase procédure TGI, pardon. Il y a d'abord la phase avant expertise. Alors il faut savoir que dans la presque totalité des procédures, le magistrat, le juge donc, ou le président de la CCI, qui est d'ailleurs lui-même un magistrat, va ordonner une expertise médicale préalable, va mandater un expert, très souvent de votre spécialité bien entendu, pour établir des conclusions qui vont aider le juge ou le président de la CCI ou la CCI à émettre un jugement ou un avis. Alors dans ce cas, votre assureur va se charger de constituer une équipe de défense spécialisé en droit médical, c'est-à-dire que vous allez avoir non seulement un assistant conseil de votre spécialité, et non pas pour par exemple un chirurgien orthopédiste, un généraliste, ce sera un chirurgien orthopédiste. Si vous faites de la hanche et du genou, eh bien, il s'agira d'un assistant conseil orthopédiste du membre inférieur, donc il est vraiment de votre spécialité. Il sera là pour vous assister à côté de l'avocat qui est lui-même spécialisé dans la discipline, à savoir le droit de la santé. Avant l'expertise, il va donc falloir organiser votre défense qui va consister à une réunion préalable pour établir une stratégie de défense en fonction des éléments que nous aurons dans le dossier, favorables ou défavorables. Attention, à cet égard, parfois on est confronté à des praticiens qui vont directement communiquer avec l'expert désigné par les juridictions ou par la CCI. Il ne faut surtout rien communiquer directement à l'expert. Ça, c'est le principe du contradictoire qui est un grand principe de droit français qui interdit, si je puis dire, une communication directe avec l'expert puisque vous devez nécessairement passer les informations par votre avocat qui se chargera d'assurer une diffusion contradictoire à l'ensemble des parties mis en cause dans la procédure. Votre équipe de défense donc se chargera, comme je vous l'indiquais, de transmettre vos dossiers. Votre assistant conseil établira un bordereau de communication de pièces qui permettra à l'expert de réaliser son expertise dans les meilleures conditions. Alors le déroulement du process pendant l'expertise, comment ça se passe? Vous allez être convoqué à un accédit, on se sera donc réunis préalablement. Vous serez, donc on aura établi bien sûr une stratégie de défense, vous serez assisté, vous serez épaulé, comme je l'indiquais, par votre assistant conseil et par votre avocat. Il est bien important de comprendre qu'à ce stade, il faudra être capable de répondre aux questions de l'expert de manière objective et factuelle, c'est-à-dire qu'il faudra éviter tout commentaire subjectif, et ce d'autant que le patient, ou en tout cas ses ayants droit, où ses proches seront présents, que parfois les accédits peuvent se dérouler de manière un petit peu virulente, avec des patients qui peuvent être assez remontés. Donc il faut garder son calme, il faut répondre objectivement, factuellement, il faut demeurer courtois avec l'ensemble des parties et il faut garder bien entendu l'empathie nécessaire du soignant, c'est-à-dire ne pas manifester ni de sympathie ni d'antipathie à l'égard du patient qui intente une procédure, mais de conserver cette empathie que vous avez naturellement en votre qualité de soignant. Alors après l'expertise, eh bien, soit nous sommes devant le tribunal de grande instance, donc l'action devant le juge des référés, et l'expert sera tenu de déposer un pré-rapport. Un pré-rapport, c'est en fait, il s'agit de ces premières conclusions qui vont vous permettre, à vous et bien sûr à votre équipe de défense, de rédiger ce qu'on appelle un dire à expert, c'est-à-dire de faire des observations si vous n'êtes pas d'accord avec certains points, si vous souhaitez insister sur d'autres points. Vous faites avec votre équipe de défense un dire à expert
le Code de procédure civile oblige l'expert à répondre à ces observations et à annexer votre dire et sa réponse à son rapport définitif. Donc c'est une phase assez importante puisque ultérieurement, devant le juge, quand il faudra débattre du rapport d'expertise, s'il y a eu une discussion par voie de dire préalable, ce sera plus aisé d'expliquer au juge pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec les conclusions de l'expert. Devant la CCI, en revanche, et là c'est la grande différence entre le TGI et la CCI, c'est que l'expert déposera directement son rapport sans possibilité de dire pour les parties, c'est-à-dire qu'il faudra, le jour de l'accès dit, faire valoir ses arguments, ses observations, puisqu'après, ce ne sera plus possible. Alors il est vrai que dans quelques cas qui sont plutôt rares, les experts autorisent la possibilité, dans le cadre d'une CCI, de rédiger des dires, mais c'est extrêmement rare. Le principe, c'est qu'on, devant le TGI, on a la possibilité de rédiger des dires après le pré-rapport que l'on n'a pas devant la CCI. Et devant la CCI, c'est donc votre avocat qui, une fois le rapport déposé, fera valoir votre position devant la commission. Alors, après le dépôt du rapport définitif, eh bien, si on est en procédure amiable, c'est-à-dire devant la CCI, votre avocat sera chargé de rédiger un mémoire, c'est-à-dire des observations écrites sur ce rapport, de plaider votre dossier devant la CCI, et cette dernière devra rendre, en général, il faut compter à peu près 2 mois entre le dépôt du rapport et son avis. Elle devra rendre un avis, c'est-à-dire que ce n'est pas une décision qui est coercitive, c'est un simple avis que votre assureur suivra ou non selon le dossier, qui pourra également inviter l'ONIAM, c'est-à-dire l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, à formuler une offre d'indemnisation aux patients si on est dans le cadre d'un aléa thérapeutique. Dans le cas de la procédure judiciaire, une fois le rapport d'expertise déposé, eh bien, soit ça s'arrête là, puisque le rapport peut vous être tout à fait favorable et le patient ne pas avoir de velléité d'obtenir une indemnisation ou de demander une contre-expertise, donc ça peut s'arrêter là. Ou alors, il tentera devant le juge du fond, toujours devant le tribunal de grande instance, mais ce n'est plus le juge des référés, c'est le juge du fond, d'obtenir une indemnisation. Il devra donc intenter une nouvelle action devant le tribunal de grande instance et là on repartira sur une nouvelle procédure. Il faut compter à ce moment-là 1 an et demi à 2 ans de procédure puisqu'il y aura un échange de conclusions entre les avocats, une audience de plaidoirie bien sûr et puis un jugement qui sera ensuite rendu. Et puis on peut aussi avoir, après un dépôt de rapport définitif, la possibilité d'une transaction, c'est-à-dire toutes les parties sont d'accord pour valider les termes d'un rapport d'expertise et pour éviter les aléas, le coût et la durée d'une procédure, faire le choix d'un accord amiable. Vous êtes évidemment partie à cet accord, donc rien n'est signé sans votre autorisation et votre accord complet sur les termes du protocole. Et puis vous avez évidemment le cas où après un rapport d'expertise, il n'y a tout simplement pas de suite. Pour des raisons diverses et variées, parfois simplement parce que le patient n'a pas les moyens d'intenter une action au fond, ça arrive, ou n'a pas l'énergie pour le faire. On peut avoir un rapport d'expertise défavorable et pour autant une procédure qui ne se poursuit pas devant le juge du fond. Après l'avis de la CCI ou le jugement du tribunal, qu'est-ce qui se passe? Alors en CCI, après avis, une offre d'indemnisation doit être faite par l'assureur de la personne qui est mise en cause, si une faute est retenue, ou par l'ONIAM, si on est sur le terrain de l'aléa thérapeutique. Il faut savoir que l'offre d'indemnisation, c'est-à-dire le montant qui va être proposé au patient, doit être formulé dans les 4 mois qui suivent l'avis rendu par la CCI. Donc il faut compter en moyenne, j'ai ici inscrit 6 mois environ, c'est-à-dire qu'il faut compter à peu près 6 mois après avis de la CCI pour que tout se termine si l'assureur fait une offre ou non, mais en tout cas si on est d'accord sur les suites à donner à cet avis CCI. Donc en moyenne, la procédure CCI, si on tient compte de la phase de l'expertise, de la phase de la séance devant la CCI, de l'avis CCI et de l'offre d'indemnisation qui va être faite derrière, eh bien, il faut compter à peu près 1 an en moyenne de procédure.
Devant le tribunal de grande instance, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'une fois que le jugement est rendu, s'il nous est favorable, évidemment, on le fait immédiatement exécuter par voie d'huissier pour faire courir le délai d'appel. Et puis, la partie adverse, ou nous-mêmes, si le jugement nous est défavorable, dispose d'un délai d'1 mois pour interjeter appel. Et à ce moment-là, on repart sur une nouvelle procédure en cours d'appel. Et là, il faut compter encore 1 à 3 ans, puisque on peut tout à fait imaginer qu'une nouvelle expertise soit ordonnée par le juge en cause d'appel. Donc, ça rallonge considérablement la durée de la procédure. Alors, en termes d'indemnisation, il y a 2 types d'indemnisation qui découlent d'une procédure. Donc, quand on a un jugement défavorable ou un avis défavorable, votre assureur va être tenu d'indemniser d'abord le patient. Ici, on constate sur ce graphique qu'on a une augmentation régulière des indemnisations depuis 2010. Alors, cette augmentation des indemnisations, elle tient à quoi? Elle tient d'abord à ce que les avocats de patients sont quand même de plus en plus aguerris au droit du dommage corporel, au droit médical, et donc connaissent très bien les rouages de la procédure et les barèmes d'indemnisation. Donc, ils savent majorer les préjudices de leurs clients. Ça tient aussi au fait que les barèmes en vigueur s'adaptent au coût de la vie, tout simplement. Donc, ils ne cessent d'augmenter. Donc, cela explique la constante augmentation des indemnisations versées à l'issue de procédures. Et puis, il faut aussi penser, c'est le deuxième tableau, au montant que votre assureur va être, donc toujours dans le cas d'une procédure défavorable, bien sûr, un jugement défavorable, va être tenu de rembourser à l'organisme social du patient sa créance, c'est-à-dire le montant qu'il a dû débourser pour soigner le patient. Il ne faut évidemment pas négliger cette indemnisation, puisqu'on arrive parfois à des indemnisations qui sont extrêmement élevées au titre de la créance de la CPAM, notamment en ce qui concerne les frais d'hospitalisation, qui chiffrent très très vite, mais aussi tout ce qui touche à la rente invalidité, au préjudice professionnel. On a des chiffrages qui dépassent parfois largement le million d'euros. Donc gardez bien en tête que votre assureur ne règle pas que l'indemnisation due au patient, il règle également la créance de la sécurité sociale, la plus souvent de la CPAM ou parfois du RSI ou autre caisse. Autre procédure qui représente uniquement 6% des mises en cause, des procédures. On avait vu la procédure civile, c'est 92%. La procédure ordinale, 6% des procédures. C'est très faible. Vous savez ce qu'est la procédure ordinale. Rapidement, ce qu'on peut en retenir, c'est que d'abord, il n'y a pas d'expertise, sauf très très rares exceptions, puisque la chambre disciplinaire a un pouvoir d'instruction, mais personnellement, je n'ai encore jamais rencontré de cas où j'ai eu des expertises dans le cadre d'une procédure ordinale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'expertise et que le patient vient ici vous reprocher une violation à une obligation déontologique. Et il faut savoir aussi que ce qu'il peut obtenir finalement, c'est une sanction disciplinaire, mais certainement pas une indemnisation. Ceci explique la faible proportion de la procédure ordinale, puisque là, on ne vient pas chercher une indemnisation, on vient simplement obtenir une sanction disciplinaire. Alors, il y a 2 phases dans le cadre de la procédure ordinale, la phase de conciliation qui est obligatoire. Vous êtes convoqué par votre conseil départemental en présence du patient pour tenter de trouver un accord autour d'une table. Vous pouvez venir, selon les cas, seul ou accompagné d'un avocat. Et puis, vous avez la phase de jugement qui, là, est plus complexe dans le sens où ça s'apparente fortement à une procédure devant le tribunal de grande instance, puisqu'il y a un échange d'écriture qui se fait, alors avec des délais moins rigoureux, moins fixes, mais il y a quand même un échange de procédure, d'écriture, et puis il y a une phase de jugement, c'est-à-dire que vous êtes convoqué devant la chambre disciplinaire, devant une assemblée composée d'un magistrat de l'ordre administratif et de praticiens en exercice ou non. Un appel est toujours possible devant la chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins. Je le disais tout à l'heure, donc à l'issue de cette procédure, vous avez ou bien une relaxe, c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on souhaite toujours pour vous, ou alors vous avez une sanction qui va de l'avertissement à la radiation.
La procédure pénale, alors même si elle est beaucoup crainte par les praticiens qui m'en parlent souvent, elle ne représente finalement que 2% des procédures. Alors pourquoi? Parce que d'abord, ce que je disais au début lors de mon introduction, ce n'est pas la voie royale de l'indemnisation. Donc si le patient souhaite intenter une action pour obtenir une indemnisation, il aura tout intérêt à privilégier la voie civile. Par ailleurs, la faute pénale est beaucoup plus difficile à caractériser que la faute civile, puisque là, devant le juge pénal, on doit toujours chercher à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction qu'on n'a pas devant le juge civil. Alors attention, l'élément intentionnel, c'est pas la volonté de blesser, voire de tuer dans le cadre de l'homicide involontaire, c'est l'intention de violer une obligation de prudence ou de sécurité. C'est pour ça que quand on parle d'homicide involontaire, il est évident que la mort n'est pas à rechercher, puisque l'élément intentionnel va porter sur l'obligation de prudence et de sécurité. La procédure pénale va nécessiter une audition préalable devant un officier de police judiciaire et puis éventuellement ensuite devant un juge d'instruction. Là, il est évident que l'assistance d'un avocat est absolument vivement recommandée. À l'issue de la phase d'instruction, soit une ordonnance de non-lieu est rendue et la procédure est terminée, ou alors malheureusement on est devant le tribunal correctionnel, il y a un renvoi devant le tribunal correctionnel et là vous serez jugé pour une faute de nature pénale. Alors, en conclusion de cet exposé, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, vous serez confronté au cours de votre exercice à une mise en cause selon votre spécialité tous les 3 ans et 3 mois. Donc, il ne faut évidemment pas banaliser la mise en cause, la procédure, ça n'a évidemment rien de très agréable, mais il ne faut pas la dramatiser non plus, il faut l'intégrer à son exercice. Vous serez confronté en tant que praticien libéraux à des mises en cause de patients plus ou moins justifiées, mais il faudra l'intégrer et se préparer en amont, notamment lors de l'expertise, qui est un moment clé de la défense, mais qui n'est pas exclusif dans le sens où votre avocat peut très bien gagner un procès alors que le rapport d'expertise vous était défavorable, fort heureusement. Mais quand même, c'est toujours plus aisé d'amorcer une défense avec un rapport d'expertise favorable. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut mettre en œuvre une stratégie de défense dès le départ, qu'il faut informer votre assureur, éventuellement votre avocat, d'une mise en cause de patient pour rapidement établir une stratégie qui permettra de trouver une issue favorable à vos intérêts. Voilà, merci de votre attention. Au revoir, à bientôt.